Bonjour à tous. Merci de cette invitation à participer à cette session. Je vais vous parler un petit peu de l'état des connaissances en neurosciences en lien avec la méditation, mais aussi un petit peu de ce que c'est. Et si j'ai bien compris, vous avez un intérêt particulier pour la douleur. Et donc, je me suis permis de vous dire quelques mots ensuite de comment on peut travailler à prévenir ou à diminuer la perception de la douleur avec la méditation de pleine conscience. Alors moi, je suis néphrologue. Je m'occupe de patients donc, qui ont des pathologies chroniques et c'est un petit peu ça qui m'a amené à m'intéresser à la méditation, en dehors du fait que j'ai découvert ces approches pour moi-même. C'est vraiment une démarche individuelle. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai découvert la méditation dans sa forme laïque, on va dire, telle qu'elle a été proposée dans les années 70 par un Américain qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, dont vous avez certainement entendu parler, tellement il est connu aujourd'hui, mais qui a eu cette idée vraiment intéressante de structurer des programmes d'enseignement à la méditation de pleine conscience en déconnectant ces pratiques de la philosophie bouddhiste. Et le deuxième intérêt majeur de son approche a été vraiment de proposer des programmes de formation excessivement structurés, donc faciles à proposer par des enseignants différents. Il a construit une école de formation des enseignants, et donc ça a permis à énormément de gens d'être formés à ces pratiques. Ça a autorisé l'enseignement dans tous les pays du monde de ce programme qui s'appelle MBSR. Et ça a surtout permis de commencer à envisager la recherche clinique un peu différemment avec ces programmes, puisqu'on pouvait comparer une intervention à une autre en prenant en considération qu'un programme MBSR, c'est quelque chose qui, même si l'enseignant est différent, comporte les mêmes approches, les mêmes pratiques, les mêmes enseignements. On peut remarquer que même dans les années 70, l'approche de la méditation de pleine conscience n'était pas si évidente à l'hôpital, puisque Jon Kabat-Zinn, quand il a créé ce programme, il l'a d'emblée dédié à des malades chroniques et d'emblée proposé à l'hôpital. Mais pour rentrer à l'hôpital, il a ancré son travail autour de la gestion du stress. Et j'avoue que j'ai fait la même chose en 2012, quand j'ai découvert ces pratiques, quand j'ai découvert l'intérêt que ça avait pour moi, et que je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute un intérêt à le proposer aux patients. Quand j'ai commencé à enseigner ça à l'hôpital, j'ai aussi présenté ça comme une approche de gestion du stress, dans un moment où, dans les universités, on va dire, très inspirées de Descartes, mon approche n'était pas forcément bienvenue. Et c'est intéressant de voir que quelques années plus tard, finalement, on a complètement changé de perspective et qu'aujourd'hui, tout le monde veut que la méditation participe à nos prises en charge. Et au-delà de ça, dans la période actuelle, tout le monde veut proposer aux soignants de méditer pour qu'ils aillent mieux. Mais c'est un autre débat. On ne va sans doute pas trop s'attarder là-dessus aujourd'hui. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est que la méditation de pleine conscience ? C'est une approche qui se définit par Jon Kabat-Zinn lui-même comme l'idée de porter intentionnellement son attention. Donc vous voyez que ça mobilise les facultés attentionnelles sur nos expériences internes, sur ce que l'on ressent en termes de sensations physiques, émotions, pensées, mais en essayant de se ramener à la perception de l'instant présent, et avec au moins 2 dimensions fondamentales dans la pratique. La première qui est d'apporter de la bienveillance, de la douceur, enfin de la gentillesse à cette démarche, et d'essayer de prendre conscience de tous les phénomènes autocritiques et d'auto-jugement qu'on peut avoir. Et la deuxième, c'est justement de constater éventuellement des jugements ou des pensées critiques et de les laisser passer. Et donc c'est évidemment impossible de vous faire toucher du doigt ce qu'est la méditation de pleine conscience par une définition. On n'a pas le temps aujourd'hui de faire un exercice de méditation qui vous aurait permis de mieux savoir de quoi il s'agit. C'est une approche vraiment, c'est une pédagogie très expérientielle. On ne fait pas des cours de méditation pour expliquer ce que c'est. On s'assoit avec des personnes qui veulent méditer, on médite ensemble et ensuite on a un temps d'échange qui s'appelle souvent le dialogue exploratoire, en tout cas dans l'approche de Jon Kabat-Zinn, pour partager nos expériences et qu'est-ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous dans cette pratique. Donc concrètement, c'est vraiment un entraînement. Donc il y a la notion d'entraînement, de répétition, d'effort. Il y a la notion du lien entre le corps et l'esprit. Il faut faire des exercices, les répéter. Et puis il y a des choses qui sont très surprenantes pour des occidentaux, comme essayer de passer du mode faire au mode être.
Bon, c'est un truc qui nous est assez étranger, en fait, en général. On a toujours envie de faire des choses. Cette espèce de façon d'être dans l'autocompassion est aussi quelque chose qui est dans certains pays du monde, et notamment dans les cultures tibétaines. Il semblerait que ça fasse partie de la culture innée des gens, et que nous, occidentaux, nous sommes plutôt très malveillants à l'égard de nous-mêmes, peut-être plus que dans d'autres pays, qu'il y a peut-être une dimension culturelle autour de ça. Je vais aller beaucoup plus vite, sinon demain on y sera encore, et je n'ai pas plus de 15 minutes. On ne réfléchit pas, ce n'est pas une analyse scientifique, ce n'est pas une démonstration. En pratique, on cherche à rien faire de particulier que d'être connecté à ses ressentis. Et on décline ça avec des exercices qu'on appelle méditation formelle, dans lesquels on prend du temps, si possible tranquille, en ayant éteint le téléphone dans une pièce où on est seul ou à plusieurs, pour faire des exercices qui sont souvent immobiles ou en mouvement, la plupart du temps en silence ou guidés. Et puis on peut aussi introduire dans les journées au quotidien des temps de méditation qu'on appelle informelle. Ça veut dire que dans les moments où vous êtes, on peut partout finalement dans nos journées, soit faire des choses du quotidien, des choses qu'on a l'habitude de faire quotidiennement, comme descendre la poubelle ou promener son chien en pleine conscience, ce qui veut dire qu'on va faire exactement la même chose que d'habitude, mais en étant complètement centré sur nos ressentis et en sortant peut-être de nos pensées, notre pilote automatique qui nous emmène dans le mental tout le temps. Et ça nous conduit finalement, les deux pratiques se nourrissent et on change petit à petit la relation qu'on entretient avec nos expériences. La finalité, si on peut dire qu'il y a une finalité à la méditation de pleine conscience, en tout cas du point de vue de certaines spiritualités, c'est d'aborder la question de la souffrance humaine. Mais bien entendu, c'est pas non plus comme ça qu'on le propose, peut-être dans la déclinaison vraiment hospitalière de ces pratiques. Donc ça, c'est John. C'est vraiment intéressant de voir qu'en 40 ans, son approche est devenue une approche vraiment le courant principal, même s'il y en a beaucoup d'autres, même s'il y a beaucoup d'autres écoles de formation. Mais en tout cas, il y a une très importante expérience de la pédagogie de cet enseignement dans ses équipes, puisque bien entendu, il n'a pas fait ça tout seul. Et c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qu'il a formées aux quatre coins du monde à ces pratiques. Du coup, il y a des programmes qui se sont beaucoup développés dans les centres de soins, dans les hôpitaux, dans les universités médicales, principalement ailleurs qu'en France, bien entendu. Depuis 30 ans, énormément en Amérique du Nord, au Canada. En Europe, c'est plutôt l'Angleterre qui a été pionnière sur ces approches. Mais petit à petit, ça rentre à peu près partout. Et en France, on commence à avoir des programmes universitaires de formation. Il y en a à peu près une dizaine en France à l'heure actuelle. Les pionniers ont été l'équipe de Strasbourg avec Jean-Gérard Bloch. Mais nous, on a monté un programme dédié aux soignants il y a maintenant 5 ans. Alors, en 2 mots, nous, quand on a commencé à enseigner à la Pitié, on a essayé d'avoir... Pour moi, il me semble que ce sont des pratiques qui méritent encore d'être explorées sous l'angle de la recherche et qu'à minima, il faut évaluer ce qu'on fait. Et on a toujours associé des chercheurs à nos interventions, à dédier, alors dans ce cas-là, aux patients, pour essayer d'avoir des analyses sur ce qui change dans l'expérience des patients. En quelques mots-clés, Céline Caldy, qui est une sociologue, avait fait ce travail il y a déjà quelques années. Ce qui émerge de l'expérience des patients, c'est le sentiment de reconnexion corporelle, avec l'idée que quand on est malade, on est dans le déni de son corps. Le corps qui n'est plus comme on voudrait qu'il soit, qui fait mal, qui ne remplit pas les services attendus, et que cette sensation de se reconnecter à certaines parties du corps en redécouvrant la capacité d'être en contact sensoriel avec son corps est une dimension très importante et toujours soulignée par les patients. Et du coup, ce qui m'intéressait, puisque moi j'ai inséré ça dans un programme d'éducation thérapeutique, c'était de voir comment ça changeait. Ça pouvait transformer les habitudes d'activité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de développer les capacités d'auto-soin, cette espèce de terme un peu abstrait qui apparaît dans tous les programmes d'éducation thérapeutique. Comment vous arrivez à faire en sorte que les gens vont prendre soin d'eux-mêmes ? Eh bien, dans l'approche de la méditation de pleine conscience, moi, il me semble que c'est une façon assez intéressante de pouvoir réfléchir à ça avec les patients. Et on voit qu'ils changent la manière de prendre en considération leurs symptômes. Et au lieu d'être dans le déni ou dans le refus ou dans la colère de leurs symptômes, peut-être d'arriver à plus d'acceptabilité et du coup à une organisation de leur vie qui va tenir compte davantage, qui va intégrer davantage leurs conditions. Et bien entendu, il y a des dimensions autour de la gestion du stress et ce qui va nous intéresser peut-être aujourd'hui. Alors je ne vais pas m'attarder sur ces nouvelles temporalités, c'est vraiment l'idée de créer un nouveau rapport à soi,
Et l'idée du coup de construire un quotidien dans le temps qui va être différent, avec peut-être plus de temps pour se reposer si c'est utile, avec plus de temps dédié à aller mieux, à prendre soin de soi. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le rapport à la douleur. En tout cas, aujourd'hui, on peut souligner cet aspect. Et c'est vraiment intéressant de voir comment la méditation, en fait, ne permet pas du tout de devenir insensible à la douleur. Ce serait intéressant, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça va changer la relation qu'on va avoir petit à petit avec la douleur chronique. Alors, quelques éléments d'information sur les corrélations neurophysiologiques autour de la méditation de pleine conscience. Il y a finalement, si on veut être assez synthétique, il y a eu énormément d'études qui ont porté sur l'épaisseur du cortex, des mesures de densité neuronale, d'épaisseur des tissus neurologiques, pour montrer que quand on méditait, on développait certaines parties du cerveau. Il faut savoir que toutes ces approches ne sont pas spécifiques de la méditation. Si vous faites du violon ou de la course à pied, il vous arrive la même chose dans le cerveau. Dès l'instant que vous entraînez votre cerveau, les zones qui sont particulièrement sollicitées vont se modifier anatomiquement et fonctionnellement. Et donc au plan un peu plus précis, il y a eu aussi et il y a toujours beaucoup d'études qui sont des études en imagerie fonctionnelle cérébrale qui permettent de faire des corrélations, peut-être pas des liens de cause à effet, mais en tout cas des associations entre des images cérébrales chez des personnes qui ont des entraînements intenses ou pas d'ailleurs à la pleine conscience pour voir quelles sont les zones du cerveau qui vont être impactées par la pratique de la méditation. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les zones qui s'intéressent à la gestion des émotions, en particulier, les zones qui sont en lien avec la concentration, donc le cortex cingulaire antérieur, la gestion des émotions avec le cortex préfrontal, l'hippocampe, l'amygdale. Et vous voyez qu'on a beaucoup d'études en fait, qui montrent des associations plutôt assez pertinentes et qui vont dans le sens de l'expérience pratique qu'on a de ces approches, montrent qu'il y a des modifications fonctionnelles cérébrales avec la pratique de la méditation. Peut-être de manière un petit peu plus concrète, sur le plan hormonal, on sait aussi que la méditation, comme d'autres pratiques, va modifier l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique, et du coup va permettre de antagoniser, enfin c'est une boucle d'activation du stress que tout le monde connaît, que vous connaissez sans doute particulièrement ici, sur laquelle on pense que sans doute ces approches sont intéressantes, en particulier pour la gestion du stress chronique. Sur la douleur, comment ça marche? Donc en fait, la méditation, en fait, elle ne va pas modifier, comme je vous l'ai dit, la perception de la douleur, on va le voir juste après. Elle modifie le vécu de la douleur, donc la relation qui va se créer entre la douleur et la perception que la personne va avoir, donc l'expérience subjective de la douleur. En réalité, c'est vraiment un travail sur l'observation détachée sans jugement des expériences nociceptives qui va être intéressante pour favoriser le découplage entre ces composantes sensorielles de la douleur et des composantes cognitives et affectives. En pratique, ça veut dire qu'on va ressentir la douleur physiquement, mais on va prendre conscience de l'activation d'une réactivité émotionnelle qui se met en place quand on ressent de la douleur. Et ça, cet aspect-là, on va pouvoir le mettre à distance, ou en tout cas, on va pouvoir l'accueillir différemment. Et donc, en fait, ce n'est pas le vécu vraiment sensoriel de la douleur qui va être modifié, c'est une relation qu'on va avoir de façon différente avec les émotions négatives qui sont associées à la douleur chronique. Et en fait, c'est très important puisque concrètement, la qualité de vie est très impactée finalement par la frustration, la colère, la dépression et l'anxiété et tout ce qui est associé sur le plan émotionnel à la douleur chronique. Donc il y a des études qui montrent que la pratique de la méditation en fait va permettre aux zones cérébrales qui ressentent la douleur d'être particulièrement activées. On devient des experts de l'exploration du corps, on devient des experts du ressenti de la douleur. Donc on ressent quand on est méditant particulièrement bien les stimuli nociceptifs. Et donc les informations évidemment vont arriver tout à fait normalement au niveau cérébral. Mais c'est ensuite qu'on va mettre en jeu ce fameux découplage entre la perception de la douleur et l'activation des centres liés à la gestion des émotions, et c'est ça qui va permettre un meilleur vécu finalement de ces expériences. Donc il y a beaucoup d'études, je vous en montrerai juste quelques-unes. Évidemment, quand on est clinicien et qu'on connaît un peu la recherche clinique, on est souvent déçu du nombre de patients inclus, d'études qui ne sont pas, on va dire, randomisées, c'est-à-dire qui ne sont pas faites avec les règles d'or de la science quantitative.
Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'intérêt de méthodologies quantitatives d'analyse pour des approches qui sont des approches pour lesquelles on s'intéresserait peut-être plus à des méthodologies qualitatives. Mais ça, c'est vraiment une culture de la recherche dans la médecine qui est en train d'évoluer et qui peut-être va nous faire sortir de cette espèce de dogme de laisser randomiser, parce que randomiser des gens en méditation versus pas méditation, c'est infaisable en fait concrètement. Enfin, je veux dire, si on veut faire ça correctement, c'est quand même très compliqué. Quoi qu'il en soit, les études qu'on a, même si qualitativement certaines peuvent être discutables, ont montré que chez des méditants expérimentés, on a des modifications anatomiques et fonctionnelles qui touchent même les centres de la douleur, preuve qu'on perçoit très bien que les systèmes d'information de la douleur marchent très bien, que le cerveau est capable de percevoir la douleur, mais que par contre, et vous voyez qu'on est toujours dans des études qui sont de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, donc on n'est pas dans de la démonstration de cause à effet, on est dans des images qui comparent des méditants expérimentés, mais aussi des méditants débutants. Ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être Mathieu Ricard pour avoir un bénéfice de la méditation de pleine conscience sur la gestion de la douleur, mais on voit qu'il va y avoir certaines zones du cerveau qui sont activées secondairement après la perception de la douleur dans la gestion des émotions qui vont réagir différemment suivant qu'on est méditant ou non. Et ça, c'est mon petit schéma pour comprendre. En fait, la douleur va évidemment être la même, mais en revanche, tout le discours du mental qui va amener de l'anxiété, de l'anticipation anxieuse, et qui amène peut-être un patient qui est lombalgique chronique dès qu'il se lève le matin et qu'il a une douleur dans le dos à se dire « Ah là là, ça va recommencer, je vais avoir à nouveau une crise douloureuse, je vais pas pouvoir faire ce que j'ai prévu, etc. » Tout ça, c'est pas la douleur, tout ça, c'est de l'anticipation anxieuse. On sait que tous ces mécanismes de rumination mentale, d'émotions négatives, de pensées négatives, sont des portes d'entrée majeures dans la dépression. Et c'est certainement sur ces aspects-là que la méditation est intéressante. Il y a un autre aspect qui, moi, m'intéresse aussi quand je travaille avec les patients, c'est qu'à force de faire des exercices où on va essayer de ressentir l'intégralité de son corps, on va reconquérir, en fait, une attention portée à des parties du corps qui ne sont pas douloureuses. Et en fait, quand on a une partie du corps qui est douloureuse, on fait un espèce de travelling avant et on va ne plus sentir que la dent qui fait mal. On n'a plus rien d'autre qu'une dent, on est devenu une dent. Dans la pratique de la méditation de pleine conscience, il y a un élément qui est important, c'est qu'on apprend nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous avons des émotions et il peut y avoir autre chose. Et quand on travaille avec des patients douloureux chroniques, ils sont souvent assez heureux de redécouvrir qu'ils ont des parties du corps qui sont confortable, agréable à ressentir, et c'est comme s'ils prenaient une dimension, un espace, et s'ils pouvaient se réapproprier ou réinsérer la partie douloureuse du corps dans un espace plus vaste, et du coup il y a une espèce de proportion entre le corps douloureux et le cœur non douloureux qui est aussi une aide au quotidien avec la douleur. Alors, pour terminer, dans la littérature, on a un certain nombre d'études et de méta-analyses qui ont été publiées sur ces questions. Vous voyez qu'elles datent de 2015-2017, relativement récentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats de ces méta-analyses montrent à peu près toutes une amélioration sur la qualité de vie, sur les fameux scores que vous connaissez certainement mieux que moi, qui sont les scores de catastrophisme, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais l'idée que cette espèce d'activation du mental dans les pensées négatives quand on est douloureux chronique, et on voit que les gens arrivent à avoir une action sur ces mécanismes-là et être moins dans la rumination mentale et du coup moins dans la dépression. Mais bien entendu, sur les scores de perception de la douleur en tant que telle, il n'y a quasiment jamais d'effet de la méditation, ou très peu en tout cas démontré, et c'est assez cohérent avec ce que je vous ai dit. Et j'ai envie de m'arrêter là, et on aura des questions sans doute tout à l'heure, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Merci.